Alan Turing, que je suppose vous connaissez. C'était en 1949, et il se pose déjà la question de comment est-ce qu'on est sûr que notre programme est correct. Et donc là, à cette époque-là, les programmes, c'était pas du Python, c'était des trous qu'on faisait dans des cartes perforées, on faisait un paquet de cartes, on envoyait le paquet de cartes et on attendait le résultat. Donc on était content quand il n'y avait pas de bug. Je dis on comme si je l'avais fait. Et donc, il y a donc les programmes. Donc là, il a représenté le programme en haut. Le programme qu'on voit en haut, c'est un programme pour calculer la factorielle sans utiliser de multiplicateur. Ça arrivait que les ordinateurs n'avaient pas d'opération pour multiplier, mais ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas à ça que ça ressemblait à un programme, c'était des lignes de Fortran, par exemple. Mais par contre, il a utilisé un dessin comme ça avec des flèches pour qu'on puisse raisonner dessus plus facilement. Donc en haut, c'est le programme. En dessous, c'est les conditions qu'on doit vérifier. C'est pas très lisible. Donc, il y a quelqu'un qui a fait en 84 une version un peu plus lisible de ça. Donc là, le programme et les annotations sont au même endroit. Donc le programme, il commence ici, il y a une flèche qui entre, et il s'arrête ici, il y a une flèche qui sort. Et à chaque fois, il y a des instructions. Donc c'est toujours des affectations. C'est pas compliqué du tout comme programme. Et les triangles, les losanges, c'est des tests. Donc par exemple, si R moins n est inférieur à 0, on continue vers la droite. Sinon, on s'arrête, on a terminé. Et donc là, le programme, il calcule, on voit la condition de sortie, la notation sur la sortie qui dit V est égal à n factoriel. Donc si on a ça, on est content. Et l'entrée, c'est n est strictement supérieur à 0. Et donc, pour vérifier tout ce programme-là, du moment qu'on a les bonnes annotations, l'argument de Turing, c'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre tout le programme. C'est un peu comme la preuve en ligne, qui est impossible à comprendre dans tous les détails par une seule personne au même moment. Il suffit de vérifier pour chaque boîte qu'il y a bien une cohérence entre la flèche d'avant et la flèche d'après. Parfois, il y a deux flèches avant. Donc, par exemple, la flèche d'avant s'appelle la précondition. Donc, par exemple, pour cette instruction-là, R égale 1, U égale 1, la précondition, c'est n supérieur à 0. Et la postcondition, c'est R inférieur à n et U est égal à R factoriel. Donc là, ça va, c'est pas très compliqué. Et donc, on vérifie ça partout. Donc, par exemple, cette étape-là, elle est plus intéressante. On a U qui vaut SR factoriel. On fait U égale V plus 1. Et après, on doit avoir S plus 1 R factoriel. Et donc, c'est bon parce que V est bien égal à R factoriel. Donc, ça ressemble à ça. Si on veut faire ça de nos jours, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Donc, déjà, on a changé la manière dont on programme. On n'utilise pas de flèches déjà. Les flèches, maintenant, c'est plutôt des goto. Donc, on utilise moins des goto, quasiment pas. Et du coup, on met des annotations, mais pas partout. Donc là, j'ai fait le programme fact, qui est écrit en Python. C'est du Python simple, il y a juste des boucles while, il n'y a pas des range, il n'y a pas des for. Et on met des annotations seulement aux endroits où c'est nécessaire. Donc le code est structuré avec des fonctions, donc on met des annotations pour la fonction. Donc la précondition, on l'écrit comme ça, requires n supérieur à 0. Et la postcondition, on l'écrit comme ça aussi, returns n factoriel, par exemple. Ça, c'est pas formel, c'est une annotation à destination des humains. Et il y a aussi des boucles qui sont notre structure, notre format notre gestion de contrôle. Et donc, on met des invariants sur les boucles. Donc, les invariants, si vous avez fait NSI pour le bac, vous avez peut-être appris ça. Un invariant, c'est quelque chose qui est vrai avant d'entrer dans la boucle, tant qu'on reste dans la boucle, et à la sortie de la boucle. Et ça c'est les parties qui sont difficiles à deviner. C'est comme les lemmes intermédiaires qui sont difficiles à trouver. Ok, bon, du coup, c'est plié, j'ai terminé. On peut vérifier des programmes. Bon, alors en pratique, on peut faire ces preuves-là à la main. C'est un exercice qui est intéressant. Mais bon, souvent les programmes, c'est un peu grand. Souvent, les conditions qu'on a ajoutées partout, ça fait des grosses formules. Il y a beaucoup de cas à vérifier. C'est assez pénible, c'est pas très intéressant. On n'a pas trop envie de le faire.
Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'à chaque fois que le code change, eh ben, il faut tout revérifier, ou au moins les endroits qui sont à cet endroit-là. Et en général, quand on fait des preuves, eh ben, notre programme n'est pas correct, donc on le change, donc il faut revérifier la preuve. Donc ça arrive souvent. Après, il y a plein de choses qui sont plutôt qui ne seraient pas vraiment de notre faute quand on fait une preuve. On peut ignorer certaines subtilités ou les oublier. Par exemple, si on fait 2 puissance 63, eh ben, ça dépend le langage, ça dépend de l'architecture. Si c'est 32 bits, 64 bits, ça peut être positif, ça peut être négatif quand on fait le calcul naïvement, ça peut être nul. Il y a des opérations qui sont un peu bizarres. Donc là, on fait x plus x égale 1. Et x égale 1, ce n'est pas la comparaison, c'est une affectation. Donc là, on est en train de modifier x à peu près au même moment où on essaye d'avoir la valeur. Donc ça, il y a des langages qui l'interdisent. Il y a des langages qui disent OK, il n'y a pas de problème. Et il y a des langages dans lesquels l'issue de ce calcul est non déterministe. Il dépend de choses qu'on ne contrôle pas forcément. Donc tout ça, c'est des choses qu'on veut pas vraiment se préoccuper, on veut que ce soit vérifié par l'ordinateur. Ah oui, et aussi les erreurs dans les programmes, ça peut être coûteux, voire dangereux, tuer des gens, tout ça. Donc, vérifier les preuves à la main, c'est pénible. Il y a un truc qui est plus intéressant, c'est le problème mathématique de formaliser ce que ça veut dire de vérifier tout ça. Donc, comment formaliser toutes ces choses-là pour que l'ordinateur s'occupe de tout. Et donc le reste de l'exposé, tout ça, ça se fait très très bien en Coq, ou en ligne, ou n'importe quoi. On a l'impression que c'est presque fait pour. Ok, donc là, on ne va pas faire Python, on va faire un langage qui est très simple, qui n'est pas très intéressant au niveau query reward, mais bon. Donc c'est un programme dans lequel, c'est un langage de programmation qui s'appelle while ou imp, qui est impératif. Il y a des expressions arithmétiques et aussi des expressions booléennes. Donc on a des variables dans les expressions. On a les constantes. On peut additionner deux expressions, les soustraire, les comparer, faire du calcul logique dessus. Et ce qui est important, c'est la partie dessous. S, c'est une instruction, une statement. Ça peut être toutes ces choses-là. Donc ça peut être skip. Skip, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Voilà. Ça va être utile après. Donc, l'affectation que vous connaissez probablement. Donc là, souvent, quand on fait des maths, on ne met pas un égal, on met un 2 points égal pour être sûr qu'on ne confond pas avec l'égalité. Donc ça, on calcule E et on met le résultat dans X. Donc par exemple, si on fait le programme qui est là, X égale 1, X égale 2 fois X, et bien à la fin, ça calcule 2. Et donc dans ce programme-là, il y a le point virgule qui dit juste, on fait d'abord à gauche, puis après on fait à droite. Il y a le if que probablement vous connaissez déjà, et il y a la boucle while, tant que E est vrai, on fait S. Donc je vais faire quelques exemples. Donc le programme qui est là, if x supérieur à 0, then r égale x, else r égale 0 moins x, ça calcule la valeur absolue de x. Ce programme-là est un petit peu plus intéressant. C'est un programme qui calcule 0 parfois. Donc si on commence à 3, si on fait n égale 3 au début, tant que n est différent de 0, on décrémente n. Donc on va toujours tomber sur 0, sauf si on commence avec moins 1, par exemple. Et donc ça termine, pas toujours. Donc ça, c'est important aussi. Là, on a notre premier programme, que vous pouvez prendre le temps de lire parce qu'on va le voir plusieurs fois. C'est le programme qui calcule x puissance n. Et donc comment ça fait? Ça répète tant que n est supérieur à 0, on décrémente n et on multiplie r par x. Et au début, r égale 1, donc on a bien x puissance n à la fin. Et là, si vous voulez un programme plus intéressant, c'est un programme qui calcule la partie entière de la racine de n. Et on a une boucle while, mais je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long. Alors, ok. Donc maintenant, donc on a notre langage. C'est un objet mathématique qui est très précis. Donc on est content. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait des preuves dessus? Qu'est-ce que ça veut dire de faire des preuves dessus? Donc, le papier de Turing, c'était en 1949. Les gens qui ont vraiment établi qu'on fait un système tout formel pour ça, c'est Floyd et Orr, et c'est Orr qui a gagné le nom du truc. Des fois, on dit logique de Floyd-Orr, mais là, c'est souvent logique de Orr qu'on dit. Et donc, on a toujours des pré- et des post-conditions. On a PSQ, qui est là. P, c'est la précondition, Q, c'est la post-condition. S, c'est notre programme.
Et le sens de ça, c'est que si P est vrai et qu'on lance le programme S, à la fin, on aura Q. Et donc, la logique de OR, elle est définie par un ensemble de règles d'inférence. Vous avez vu des règles d'inférence avant, donc j'espère que ce sera clair. Donc là, on a une règle pour skip qui dit que si on a P avant, on aura P après, parce qu'il ne s'est rien passé. On a la règle pour l'affectation. Donc là, ça peut commencer bizarrement, parce qu'on remplace X par E, mais en fait, on met ça dans la précondition, donc c'est un peu étrange. Je vais instancier un exemple d'abord. Je vais faire, si on a X égale X plus 1, et que la post-condition, c'est X égale 1, et bien, il faudrait que X soit égal à 0 au début. Mais ça, ce n'est pas vraiment systématique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend la post-condition, on remplace X par l'expression qui est ici, et ça fait X plus 1 égale 1. Et donc, ça, c'est pour vous convaincre que la règle est bien dans le bon sens. Après, il y a d'autres règles qui ne sont pas très compliquées à comprendre. Donc, pour le if, par exemple, si on veut prouver qu'on a une précondition P, une post-condition Q pour ce if-là, eh ben, il faut le vérifier à la fois pour S1 et pour S2. Mais pour S1, on a le droit de supposer que la condition du if, elle était vraie. Et pour S2, on a le droit de supposer que la condition du if, elle était fausse. Donc c'est très naturel, tout ça. Pour la séquence, si on veut une précondition P, une post-condition R pour S1 puis S2, eh ben, on a une précondition intermédiaire, une pré-post-condition intermédiaire entre S1 et S2. Et donc là, on voit qu'on doit inventer ce Q-là. Le Q, on le voit, il n'est pas dans la conclusion, mais il est dans la prémisse. Donc ça pourrait poser des problèmes. On a la règle pour le while, qui est la plus intéressante. Mais on a déjà la réponse de ce qu'on veut, de comment est-ce qu'on prouve un while. Pour prouver une boucle comme ça, on a besoin d'un invariant, qu'on note I ici. Et en oubliant le B pour l'instant, ça dit juste que si S, si le corps de notre boucle while, il préserve l'invariant, eh ben on peut faire S autant de fois qu'on veut, l'invariant il sera toujours vrai après, du moment qu'il est vrai au début. Donc ça montre que I c'est un invariant qui est maintenu tout le long de cette exécution. Après, comme pour le if, on sait que B est faux à la fin, et on sait que B est vrai quand on rentre dans le corps de la boucle. Donc on a une règle par construction du langage, et on a une règle qui parle de logique, qui dit qu'on a le droit d'affaiblir les préconditions, c'est-à-dire que si P implique P', alors il suffit de prouver P' pour avoir P en précondition. Après, la conclusion, c'est plus dans le bon sens. Si Q' implique Q, alors on a le droit de remplacer la post-condition par Q. Et donc, comment ça marche une preuve en pratique pour ça? Souvent, on commence par la fin. C'est plutôt naturel de commencer par la fin. Donc là, on suppose qu'on a deux affectations qui sont séparées par un point-virgule. Si on veut prouver que x est supérieur à 6 à la fin, eh ben donc déjà, on applique la règle pour le point-virgule, et après, on remplit les trous dans cet ordre-là. On commence à droite, donc le x égale 6, pardon, on le met ici. Après, on applique la règle pour x égale e, et donc ça nous fait 2x est supérieur à 6. Après, le 2x supérieur à 6, on le met à gauche, et là, on applique la règle pour l'affectation encore, et après, on doit prouver que 2x plus 1 est supérieur à 6, et donc là, on le met en bas. Et donc ça nous donne la règle. Ça, on l'a un peu appliqué automatiquement, et ça nous donne ça. Après, si on a une précondition qui était x égale 0, eh ben, on applique la règle de conséquence, celle-là, là, pour conclure. Donc, on en part par la fin, et il y a eu quelqu'un qui s'est dit, on peut partir par la fin et tout le temps. Donc, il y a Dijkstra qui a décidé de partir de la fin pour de vrai. En fait, il a dit, il existe une précondition P la plus générale possible, telle que PSQ. Et donc, il écrit ça WP, donc weakest precondition, la précondition la plus faible. Ça va être la précondition P telle que PSQ. Après, on peut définir WP de façon encore plus mécanique. C'est une définition inductive. WP de skip, c'est l'identité. Pour l'affectation, c'est la précondition qui correspondait dans la règle d'avant. Donc on traduit les règles au fur et à mesure. Pour la séquence, il y a un truc qui est utile,
c'est que pour avoir la précondition la plus faible de S1, S2, on fait d'abord celle de S2, et ça va être la post-condition pour S1. Et donc là, il n'y a plus de question à se poser de le lemme intermédiaire entre S1 et S2. Donc ça va un peu plus, ça roule un peu plus. Pour le if, c'est la même chose, ça se traduit assez bien. Et pour le while, on a la même chose, il existe un invariant tel que l'invariant est vrai, il est bien préservé par S, et la postcondition est impliquée par l'invariant. Donc là, c'est l'invariant, c'est pas tout magique. Donc, des exemples. De le WP de ce programme-là, cette postcondition-là, c'est 4 supérieur à 1. Et pour le programme de la valeur absolue, on a cette postcondition-là, et ça donne une formule-là qu'on peut vérifier à la main ou en coq, c'est à peu près pareil. Donc je vais faire un exemple un peu plus intéressant pour voir comment ça se passe en pratique en général quand on fait une preuve. Donc là, on a le programme qui calcule la x puissance n avec une boucle while. Donc le programme, j'espère qu'il est assez facile à comprendre. On part de i égale n, et tant que i est supérieur à 0, on décroît i et on multiplie r par x. Donc là, il faut se rappeler qu'il faut trouver un invariant pour tout ça. Donc là, i qui décroît, r à laquelle on multiplie x, auquel on multiplie x au fur et à mesure. Et donc on réfléchit un peu, et on a trouvé notre invariant, on est content. Si en fait on fait r x puissance i, et ben ça va être constant au fur et à mesure, et non seulement ce sera constant, mais ce sera aussi égal à x puissance n. Et donc ça va être notre invariant. Et une fois qu'on a ça, on applique notre WP sur ça. Donc je ne vais pas vous faire tout ça. J'ai mis des couleurs pour vous montrer qu'au fur et à mesure de l'exécution du WP, c'est juste la définition qu'on déplie, le programme il se fait manger par le WP qui construit une formule logique. Et donc on continue, on déroule toutes les définitions, Là on a 2 WP, mais au final on finit par avoir juste une formule logique qui est tout ça. Et donc là, est-ce qu'elle est vraie? Donc là on remplace avec notre invariant qu'on a là, et on a tout ça. Et tout ça, on peut simplifier un petit peu, et on voit qu'on a beaucoup de tautologie. On a xn égale xn, donc ça c'est bon. On a ça, là j'ai réécrit par rapport à la ligne d'avant, ça aussi c'est vrai, on a a qui implique a. Et puis on a ça, on a que si r puis x puissance i égale x puissance n, alors r égale x puissance n. Et ça, c'est faux. En fait, on a besoin d'une information de plus, on a besoin que i soit égal à 0. Mais on a juste i inférieur à 0, qui nous vient de la négation du while. Du coup, on se dit, ok, mais i ne peut pas vraiment être trop négatif, vu qu'à chaque fois on le décrémente que de 1. Et donc, ce qui se passe, donc ça c'est un exemple de ce qui se passe généralement quand on fait des preuves comme ça, on a besoin de dire, ah non, mais attends, on maintient aussi dans l'invariant que i, il n'est pas trop grand. Donc il est supérieur ou égal à 0. Et donc c'est un peu bizarre parce qu'on a la condition i strictement supérieure à 0, on a ce i supérieur ou égal à 0, donc ça a l'air un peu redondant, mais c'est juste le petit morceau d'information qui nous manque pour terminer la preuve. Et donc on a remplacé dans notre invariant par celui-là, ça nous ajoute la précondition n supérieur à 0, ça nous ajoute quelque chose à vérifier dans notre invariant, et à la fin, on a i inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, i supérieur ou égal à 0, donc on peut en conclure que cette partie-là, elle est vraie, cette partie-là, elle est vraie, et donc on a juste notre précondition, n supérieur ou égal à 0. Hop. Donc ça, c'est typique, on a un invariant qui n'est pas assez général, et en fait, on avait oublié un morceau de précondition, ou alors on n'y avait même pas pensé, parce qu'on est juste en train de le calculer. Ok. Ouf, donc on a fini. Donc a priori, on a fini, mais on pourrait se dire, ah mais peut-être tes règles elles sont fausses. Bon, et effectivement, peut-être que les règles sont fausses. Donc pour le langage qu'on a là, le langage while, on se dit, bon, ça avait l'air simple. Après, c'est très facile d'oublier des trucs. Par exemple, on n'a pas prouvé que les programmes terminaient, par exemple. Ça se fait, hein.
Mais on aimerait quand même vérifier, pour un langage, si on a un langage beaucoup plus compliqué, que nos règles, elles sont correctes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les règles de la logique de 1 sont correctes? Eh ben, on revient à la définition. Quand on avait PSQ, ça voulait dire si P est vrai et qu'on lance le programme S, alors à la fin, on aura Q. Et donc ça, c'est l'intention, mais en fait, on peut le démontrer. Mais pour le démontrer, il faut donner du sens à si P est vrai, et à lancer le programme, et on aura Q. Et donc, on a besoin de modéliser tous ces trucs-là. Donc, la P et Q, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui parlent de la mémoire. Donc, on a besoin de formaliser la mémoire. Et alors, qu'est-ce que c'est la mémoire? Eh ben, on va dire que c'est une fonction partielle des variables, des nombres de variables, vers les entiers, par exemple. On étend ça aux expressions, comme ça, M, c'est aussi une fonction des expressions vers les entiers. Après, les insertions P et Q, c'est des prédicats sur la mémoire. Donc ça roule. J'ai mis juste un exemple pour être sûr de ne pas perdre les gens. Donc si on a M qui est la fonction partielle suivante, qui a X associe 3 et qui a Y associe 4, alors on peut évaluer l'expression M comme ça. Et après, si on a un prédicat qui est c'est une post-condition, une précondition qui est de cette forme-là, alors on a bien ça. Et donc, maintenant qu'on a dit qu'on a fait cette partie-là, on s'intéresse à la partie du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire lancer un programme mathématiquement? Eh bien, on a besoin... qu'est-ce qui donne du sens au programme? On dit qu'on va dire comment un programme s'exécute au fur et à mesure. C'est quoi toutes les petites étapes intermédiaires? Et donc ça s'appelle la sémantique opérationnelle. La sémantique opérationnelle, c'est une relation de réduction, flèche. Au début, avant la flèche, il y a une mémoire et un programme. Après la flèche, il y a une mémoire et un programme. Donc ça dit comment est-ce que ça se... toutes les étapes. Donc, l'étape la plus importante qui modifie la mémoire, c'est l'affectation. Donc on a x égale e dans une mémoire m. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça change la mémoire m. Maintenant, x vaut m de e. Donc c'est la valeur, la valeur de l'expression e dans la mémoire m. Et après, qu'est-ce qu'on a encore à exécuter? Ben, on n'a rien à exécuter, on a skip. Si on a skip puis s, il suffit de faire s. Et si on a S1.S2, eh ben, on commence avec S1, on va vers S1', et du coup après on a S1'.S2. Et ça c'est ce qui dit que S1', S2', eh ben, il faut d'abord commencer par S1. Ça ne commute pas. Après, pour if et while, c'est facile. Donc pour if, ben, on se dérive, si on a if E, then S1, else 2, ça va vers S1 si la condition est vraie, c'est-à-dire si l'entier est non nul, et ça va vers S2 si l'entier est nul. Pour le while, je vais peut-être commencer à droite d'abord. Si l'entier est nul, ça veut dire que la condition est fausse, donc on va dire qu'on a fini. Et sinon, on dit que on a besoin de faire, si la condition est vraie, alors on fait d'abord la S, le contenu, le corps de la boucle, et après on continue. Et donc à quoi ça ressemble en pratique? Donc là, on a notre exemple avec la fonction de puissance. J'ai remplacé x par 2, c'est un peu plus, ça rentre dans la slide. Donc notre mémoire elle est à gauche, et notre programme il est à droite. Et donc on dit qu'on commence avec n égale 5. C'est quoi l'étape d'après? Comme on a une affectation, bah maintenant on a i égale n. Donc n ça valait combien? Ça valait 5. Donc on a i qui pointe vers 5. Après on a r égale 1. Bon, bah maintenant ça va dans la mémoire. R pointe vers 1. Après on a un while. Donc on doit se poser la question, la condition est vraie ou fausse? Donc là la condition elle est vraie parce que 5 est supérieur à 0. Et donc on ajoute le corps de la fonction à gauche du while et on continue. Donc là on multiplie r par 2, on décrémente i de 1, et là on tombe sur le while encore, donc on continue. Donc là il y a 3 étapes encore, ça fait ça. Donc on a doublé r, on a réduit i de 1, hop on continue, on a doublé r, on passe à 8, on passe à 16, on passe à 32, et là enfin on a notre i qui est égal à 0, donc notre condition est fausse, donc pouf, on a fini, on arrive sur skip. Et donc effectivement, on avait prouvé avec notre logique, avec des règles qu'on espère qu'elles sont correctes, ce triplet-là, avec la précondition n supérieur ou égal à 0, effectivement, ça s'applique ici. Et la condition, c'est r égale 2 puissance n. Et effectivement, quand on regarde ici r égale 2 puissance n dans cette mémoire-là, eh ben c'est le cas. On a bien 32 qui est égal à 2 puissance 5.
Donc, maintenant qu'on a cette description de l'exécution des programmes, on peut enfin démontrer, donc ça c'est un théorème qu'on peut démontrer, c'est pas très dur, que si P est SQ, donc ça c'est si on a utilisé les règles qu'on avait montrées dans la logique de OR pour dériver ça, c'est des règles d'inférence, donc on peut les combiner ensemble et à la fin on a ça. Si on a utilisé les règles, alors on a bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire que si on commence avec une mémoire qui valide P, qu'on met S dans cette mémoire-là, et qu'on fait plusieurs étapes, et qu'on arrive sur skip, qu'on a fini le programme, alors la mémoire qui en résulte, elle satisfait bien la post-condition. Donc ça, c'est la correction. Il y a la réciproque qui s'appelle la complétude. La complétude, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir. C'est pas vraiment vrai. On a quelque chose qui s'appelle la complétude relative, parce qu'il y a des choses qui sont un peu indécidables dedans. Et ce qui est plus intéressant en général, c'est de faire ce théorème-là pour des langages plus compliqués. Donc il y a C, qui est un langage compliqué, Rust ou Camel, c'est des langages qui sont plus compliqués. Donc faire la liste des règles, c'est compliqué, et faire la preuve de correction, c'est compliqué. Et c'est intéressant. OK, donc maintenant, est-ce qu'on a la bonne sémantique opérationnelle? Donc ça en finit jamais. Donc, est-ce que déjà ça a du sens de dire qu'on a la bonne sémantique opérationnelle? Donc, qu'est-ce que c'est en pratique? Donc là, pour notre langage while, la question ne se posait pas, parce que c'était juste une définition. While, c'est ça. Mais pour un vrai langage, qu'est-ce que ça fait? Pour un vrai langage, c'est le compilateur qui donne du sens au programme. C'est le compilateur qui fait la sémantique opérationnelle. Et donc, ça existe. Il y a des compilateurs qui sont vérifiés. Donc, il y a Concert, il y a Vellum qui correspond à l'LVM. Et donc, le théorème ressemble à ça. En fait, ça, c'est une version simple. Si dans notre sémantique initiale, donc de C ici, j'ai indicé par C pour le langage C, si on termine dans la sémantique de C, alors on termine, la version compilée termine dans la sémantique de l'assembleur. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a aussi compile qui est un programme, donc des fois il y a des questions. Et donc la preuve de ce théorème, c'est souvent quelque chose qui est intéressant. Ça utilise la co-induction, qui est un objet mathématique amusant. C'est comme l'induction, mais en plus grand au lieu de plus petit. Et du coup, ça n'en finit pas non plus, parce que comment on sait si on a la bonne sémantique opérationnelle pour l'assembleur? Bon, c'est une question qu'on se pose aussi. Mais en général, pour l'assembleur, c'est très précis, donc il y a moins d'erreurs, en particulier parce que s'il y a des erreurs, ça va être d'avoir des problèmes très, très graves, très chers. Il y a des formalisations qui le font. Et il y a aussi un domaine de recherche qui s'intéresse à quand on teste aux limites de ce que ça veut dire la sémantique dans le bas niveau, dans l'assembleur. C'est quand on met deux programmes en parallèle. Et donc il y a tout un champ de recherche qui est presque de la physique expérimentale, où on lance des programmes pour voir ce que ça fait et on en déduit des modèles. Donc il y a plein de questions qui se posent à toutes les échelles. Et donc là, c'est un peu pour conclure. Ça, c'était la logique de OR. Moi, mon domaine de recherche, c'est plus la logique de séparation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la logique de OR dans laquelle on se pose la question de mais qu'est-ce qui se passe si on a de l'aliasing? Donc, si on a le programme C suivant, là, ça, c'est X et Y qui sont deux pointeurs. Si on a fait Y égale 1 et après X égale Y plus 1, eh ben, on pourrait se retrouver avec Y qui est égal à 2 à la fin, si jamais il se trouve que X et Y pointent vers le même endroit. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, tout ça, à partir de ce problème-là, ça ouvre tout un champ de recherche, ça fait même une nouvelle logique, en quelque sorte. On a des nouveaux connecteurs logiques qui parlent de séparation. On a l'étoile et la baguette magique, parce que ça ressemble à une baguette magique. Donc ça, c'est l'implication séparante et la conjonction séparante. Et ça, c'est un exemple de bunch logique. C'est un autre type de logique. Et donc ça a ouvert pas mal de champs de recherche. Par exemple, il y a la logique de séparation concurrente. Une fois qu'on a cette étoile-là, on peut raisonner sur les programmes parallèles. Donc ça, c'est la règle typique pour raisonner sur les programmes parallèles. Les programmations parallèles, c'est généralement très compliqué. Là, notre règle, elle est brillante de simplicité. Puis après, la logique de séparation, quand on se rend compte de cette étoile-là, du fait que ça sépare deux morceaux a priori, ça sépare deux morceaux de mémoire, mais ça peut séparer toutes les choses qui sont
pas des choses duplicables. Donc on appelle ça des ressources aussi. Les objets qui sont non duplicables, on peut les utiliser dans les logiques de séparation. Donc là, si on fait le temps c'est pas duplicable, on peut pas inventer du temps, il se passe complètement linéairement. Donc ça c'est une ressource. L'espace mémoire aussi, on peut pas, il est limité, c'est une ressource. Les descripteurs de fichiers, pardon, c'est des ressources. Et en fait, même à l'intérieur des preuves, des fois, on a des objets qu'on voudrait qui soient absolument pas duplicables. Donc ça, c'est un peu un raisonnement circulaire, mais on appelle ça des morceaux fantômes, des variables auxiliaires. Et ces choses-là ne sont pas duplicables non plus. Et le fait qu'on ait une logique qui parle de choses non duplicables, ça permet d'avoir une logique encore plus expressive. Et donc, la logique de séparation, de manière générale, ça se fait très très bien en Coq ou en Lean. Bon, il se trouve que c'est plutôt Coq pour le coup. Donc il y a ça pour C, il y a ça pour C avec des programmes parallèles. Pour Rust un peu, pour Camel c'est des travaux en cours, pour des problèmes de typage comme en parlait Hugo, etc. Donc voilà. Donc quelques pointeurs si vous voulez essayer ça. Donc il y a un truc qui s'appelle Software Foundations. Vous pouvez googler ça, c'est plus facile que de taper ça. Ça permet d'apprendre Coq de manière générale. Donc d'abord on apprend Coq, après on apprend à faire des preuves qui parlent de programme. Et donc c'est très très bien fait. Et vous n'avez même pas besoin d'installer Coq, vous pouvez aller directement dans le navigateur, un peu comme pour le jeu de Lean. Et si vous voulez faire pas spécialement Coq, mais juste jouer avec des invariants, il y a un truc qui s'appelle Y3. Et là c'est pareil, on peut le jouer dans le navigateur. Et d'ailleurs on peut cliquer, clic. Ça marche. Et on peut charger des exemples. Donc là, on a un exemple de. Donc ça ressemble plus à du Camel que du Python, mais c'est pas vraiment ni l'un ni l'autre. On a des choses avec des invariants et on doit deviner l'invariant pour gagner le sort de jeu. Donc ça apprend à utiliser les invariants. Et c'est pas mal. Où suis-je ? Je suis complètement perdu. Bon, hop. Donc attention, c'est addictif, à la fois Coq, Lean ou ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme un jeu vidéo, on essaie des choses, ça marche pas, on essaye plein de nouveaux trucs, on invente des choses, c'est très marrant. Voilà. Après, j'ai mis quelques exemples d'autres choses qui ont marché avec des méthodes formelles qui ne sont pas spécialement exactement comme Coq ou Lean. Et voilà, merci.